Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Human Rights Watch, une organisation non gouvernementale internationale créée en 1978 qui se donne pour mission de défendre les droits humains et le respect de la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son rapport sur les meurtres de Ngarbou, révèle, je cite, « Les forces gouvernementales et les membres armés de l'ethnie Peul ont tué au moins 21 civils, dont 13 enfants et une femme enceinte. Ils ont également incendié 5 maisons, pillé de nombreux autres biens et passé à tabac des habitants. Les cadavres, poursuit le rapport de l'ONG internationale, de certaines victimes ont été retrouvées carbonisées dans leurs maisons. » Fin de citation. Une version fortement contestée par le gouvernement. D'abord, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, c'était le 17 février dernier, suivi le lendemain par celui de la communication, porte-parole du gouvernement, le lendemain. Je l'ai dit, tous deux soutiennent que le bilan de cet incident après recoupement est de 5 morts, une femme et 4 enfants. Le ministre des Relations extérieures, lors de la 43e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, jettera quant à lui l'anathème sur les séparatistes pour disculper nos forces de défense et de sécurité. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Noufelet. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal. Tout de suite, donc, Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Ngarbou, les chiffres de Human Rights Watch. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Sam Bende. Bonsoir Sam. Bonsoir. Sam Bende, vous êtes le président du CISAC. Non, de vous aimez souvent à dire que... De l'Alliance panafricaine. L'Alliance panafricaine, oui, qui est un peu la FIFA du droit d'auteur. C'est bien cela? C'est bien cela. Voilà. Membre de la société civile. Oui. Juriste de formation. Exact. Donc... Vous serez tout à sur ce plateau. J'espère. Bienvenue Sam pour la première fois. Merci. Bonsoir Edmond Okiaté. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à tous les co-panélistes et bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne télévision Equinox et particulièrement aux téléspectateurs de la grande messe Equinox Soir. Merci. Fautine Zodjou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, permettez-moi d'adresser un bonsoir à nos prisonniers politiques encore enfermés dans les prisons de Yaoundé, de Mfou, de Balmayo et de Baganté. Je leur adresse mon soutien qui est celui du MRC, de tous les patriotes. Et nous sommes en train de tout faire pour qu'ils obtiennent leur liberté. Ils ont notre soutien. Bonsoir. Ok, il est là sur ce plateau, Maître Piliga. Bonsoir Maître. Bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à tous mes co-panélistes, à vous, bonsoir, aux techniciens, à tous vos milliers et millions de téléspectateurs. Et je voudrais dire, souhaiter également bonne chance dans le travail qui leur a été, dans les missions qui ont été confiées à ces conseillers municipaux, ces maires qui sont élus, ces députés et ces maires des villes qui commencent à être également élus. Doivent comprendre que la nation a mis la confiance entre leurs mains, le destin de la nation est entre leurs mains. Ils doivent mettre le travail, le devoir, le service au-dessus de leurs intérêts, le service, l'intérêt général au-dessus de leurs intérêts particuliers. Voilà, je rappelle, je fais un petit détour, une fois de plus sur Sam Bende. Vous êtes le président de l'Alliance panafricaine des auteurs et compositeurs de musique au sein de la CISAC. C'était là. Voilà. Vous aimez souvent dire que c'est la FIFA, le droit d'auteur. On le dit. Expert en propriété intellectuelle également. Merci, Voilà. oui, c'est ça. Voilà, permettez-moi de lire ce passage du rapport
Des témoins ont affirmé qu'entre 10 et 15 militaires, dont des membres du bataillon d'intervention rapide, unité d'élite de l'armée camerounaise, au moins 30 peuls armés, ont tout d'abord pénétré à pied dans Garbou 1, un quartier de Garbou, le 13 février vers 11h du soir, pillant de nombreuses maisons. Certains membres de ces forces ont ensuite poursuivi leur route vers le quartier de Garbou 2, pillant des maisons et passant à tabac des habitants. Vers 5h du matin, le 14 février, un groupe de militaires et de peuls armés a attaqué le quartier de Garbou 3, tuant 21 civils dans 4 maisons, puis incendiant celles-ci. Je commence par vous, Edmond Kouyaté. Des accusations graves. Human Rights Watch. Serge Alain, je crois qu'au-delà des polémiques que peuvent susciter les différents rapports de Human Rights Watch et, n'est-ce pas, avec en face les communiqués, les sorties, n'est-ce pas, des membres du gouvernement, je vais dire au-delà de toutes ces polémiques-là, je crois que les événements de Garbour, autant pour moi, je prononce un peu mal le nom du village, mais les événements de Ndongamantoum sont là pour nous rappeler l'urgence et l'impératif qu'il y a à mettre un terme, n'est-ce pas, à ce qui se passe dans le Nozo. Parce que voyez-vous, il y a une polémique que je trouve superfétatoire qui est née tout de suite sur les chiffres. D'aucuns disent 5, d'autres 21. Mais d'abord, alors, il y a eu les auteurs. Ça a commencé par les auteurs. Par les auteurs. Tu m'as ça. Voilà. Et ensuite, la polémique s'est prolongée sur les chiffres. Pour d'aucuns, c'est 5. Pour d'autres, c'est 21. Mais ici, je voudrais rappeler que même si ce n'était qu'une seule personne tuée dans des conditions aussi tragiques, je vais dire, avec les photos que nous avons tous vues, des personnes réduites en cendres, une femme avec un bébé sur son corps, tous deux calcinés, je vais dire, que ce soit le fait de X ou de Y, je crois qu'il faut d'abord rappeler que c'est choquant, c'est indignant et c'est révoltant. Et c'est pour ça que je dis qu'il est urgent et qu'il est impératif que, n'est-ce pas, tout soit mis en œuvre pour mettre fin à cette guerre. Pourquoi? Je l'ai toujours dit, la guerre, c'est par excellence le laboratoire d'expérimentation de toutes les horreurs. C'est-à-dire, c'est l'occasion toute donnée, toute faite, donnée aux hommes pour exprimer leur plus grande bestialité, leur instinct bestial dans sa plus, je vais dire, dans sa plus grosse monstruosité. Et donc, il ne faudrait même pas donner cette occasion pour ne pas en arriver justement à ce que nous avons vécu à Gardour. Il faut éviter d'en arriver là. Et donc, je continue de dire, je continue de plaider, n'est-ce pas, qu'on laisse, je vais dire, nos égos, qu'on laisse tout ce qui nous oppose pour ensemble trouver une solution, mais alors une réelle solution à ce qui est à court, n'est-ce pas, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Maintenant, quand j'ai dit ça, je voudrais rappeler une chose. C'est parfois l'occasion, n'est-ce pas, pour nous de sortir, n'est-ce pas, je vais dire, de dire un certain nombre de choses. J'ai appris qu'il y avait un génocide qui se déroulait du côté du nord-ouest au sud-ouest. Je préfère tout de suite dire non, ce n'est pas vrai. Un génocide, c'est une espèce de planification, élimination physique intentionnelle d'un groupe, n'est-ce pas, ethnique, religieux et autres. Je vais dire non, c'est faux, ça n'est pas vrai. Il n'y a pas quelque chose. Si aujourd'hui il y avait une intention d'éliminer un groupe ethnique du fait de leur appartenance ou alors de leur appartenance à une région, je pense que la zone francophone est aujourd'hui le centre d'accueil de plusieurs groupes venant du nord-ouest et du sud-ouest. Et donc, s'il y avait une planification stratégiquement orchestrée pour les éliminer, je crois qu'il n'en resterait plus un seul ici,
Donc il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas un génocide qui a cours au nord-ouest et au sud-ouest. Vous me permettez, Serge Alain, de continuer. Également, je vais dire de manière péremptoire qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, une mission donnée aux forces de l'ordre pour aller, n'est-ce pas, perpétrer des exactions dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ça n'existe pas. Donc il faut arrêter de croire que l'armée camerounaise a reçu mission, a reçu mandat d'aller perpétrer des exactions du côté du nord-ouest et du sud-ouest. Il faut reconnaître, il faut le dire. Pourquoi? Parce que les gens ont tout de suite, n'est-ce pas, du fait parfois de nos divergences idéologiques, de nos divergences ici, les gens profitent pour jeter l'anathème et l'opprobre sur nos forces armées. Je dois rappeler que nous couchons et nous réveillons sous la couverture d'une liberté que ces hommes en armes passent toute une vie à défendre. Et ce n'est pas la chose la plus aisée. Faire une guerre, ce n'est pas la chose la plus aisée. Vous savez, une guerre, c'est comme une équipe de football. L'entraîneur a beau entraîner, il n'a jamais donné mission à un joueur d'aller faire de l'anti-jeu. Mais il peut arriver qu'à bout de nerfs... Ou bien de marquer contre son camp. De marquer contre son camp. Mais il peut arriver qu'à bout de nerfs... Oui, il commet de l'anti-jeu, il commet un certain nombre de fautes qui peut même coûter cher, n'est-ce pas, à son équipe. Et donc, je ne pense pas que l'état-major camerounais a dit aux gens allez commettre des exactions. Mais toutefois, il faudrait savoir, il faudrait dire avec véhémence que si jamais il y a des brebis galeuses au sein de notre armée qui passent outre la formation psychologique qu'ils ont reçue pour tenir face à un certain nombre d'événements, s'ils ne peuvent plus tenir psychologiquement, il faudrait les ramener. Et si jamais il est établi qu'au sein de nos forces de l'ordre, de nos forces de sécurité et de défense, il y a des gens, n'est-ce pas, qui s'identifient par des comportements de nature à entraîner des actes que nous avons vus, je suis de ceux qui demandent que des sanctions soient prises et de la manière la plus sévère qui soit. Ok. Sam, sur cette situation, vous avez juste pris un extrait là. Oui, mais après une si brillante analyse, j'ai envie de dire, mais passons à un autre sujet. Parce qu'il a tout dit. Mais quand il a tout dit, mais au demeurant, moi je vais mettre des réserves quand même. Hein. Je suis un peu... Je ne vais pas dire que je vais faire le doute cartésien jusqu'à aller à un doute hyperbolique. Hein. Mais je m'interroge quand même. Je m'interroge. Sur le rapport? Oui, sur le rapport et même sur les informations que nous avons. Quel serait le mobile de nos forces qui sont allées au NOZO pour protéger les populations civiles? Quel serait leur intérêt à massacrer les populations civiles? C'est juste une question, parce que n'oublions pas au départ qu'il y a eu un problème là-bas. C'est pour ça que nos forces se sont déployées. C'est pour aller protéger nos compatriotes. Et nous sommes à l'intérieur du Cameroun. C'est ça le problème. Bon, alors, lorsqu'on nous dit que les forces de sécurité assassinent et tuent nos compatriotes, j'ai envie de me demander quel est l'intérêt. Parce que je ne vois vraiment pas l'intérêt. Ça pourrait être comme notre analyse politique a dit, peut-être qu'il y aurait des exactions, mais c'est parfois des cas isolés. Et puis, Madame Hilaria Alecrosi dit dans ses propos, nous avons des satellites, et Maître l'a si bien dit en offre, nous n'avons pas de photos de satellites. Nous n'avons pas de photos de satellites. Et elle affirme qu'il y a des satellites et qui vont mettre en difficulté nos forces de sécurité. Moi, je veux bien, mais il n'y a pas cela. Et on a comme aussi l'impression que, à la fin de ses propos, je pense que la politique, la défense des droits a des liens avec l'esthétique et la courtoisie. À un moment, quand on parle à un gouvernement, même si on reproche des choses à ce gouvernement-là, on ne parle pas comme si c'était une injonction qu'on donnait à ce gouvernement. Parce que nous tous, nous appelons de tous nos voeux, effectivement, que s'il y a quelque chose, comme nous savons très bien qu'il y a eu des morts, qu'il y ait évidemment une commission indépendante. Mais commission indépendante ne veut pas dire que c'est eux. Maître Biliga est là, moi je suis là, M. Kouaté est là, il y a bien des Camerounais qui peuvent mettre en place une commission indépendante et dire la vérité. Donc il faut que ce soit souligné avec force. Parce que quand
quand on pense qu'il faut mettre en place une commission indépendante, on pense tout le temps à l'étranger et tout ça. Le ministre Betty, à ce moment, parle d'une commission gendarmerie et sécurité militaire. Oui, ça c'est l'office. Et nous attendons les résultats de ce rapport. Mais moi, je parle en tant que membre de la société civile. Je dis il y a une société civile encore émergente et forte au Cameroun qui pourrait faire ce travail-là et dire la vérité. Bon, et ça, c'est des gens qui seraient neutres. Bon, alors, à la fin de mon propos, je continue avec mon doute. Ce qui me dérange, c'est un peu comme s'il y avait une sorte de... il y a une sorte de focalisation sur nos forces de défense. Et comme il a si bien dit à notre analyse politique, mais personne n'a donné des ordres à ces gars de commettre des exactions. Ce n'est pas possible. C'est impossible. Maintenant, quand on fait la communication, je vois 21 civils, dont 13 enfants et une femme enceinte. Ben c'est pour le mouvoir. Il a si bien dit, quels que soient les morts, que ce soit une personne âgée, que ce soit un homme de certain âge, que ce soit ces enfants-là, ça doit tous nous émouvoir. Même si c'était un seul mort. Donc, vous voyez, même la manière de communiquer, j'ai comme l'impression qu'on veut justement émouvoir en disant 21 civils, parmi lesquels 13 enfants, oui, ça nous émeut. Et éventuellement, une femme enceinte. Mais non, tous ceux qui sont morts, même s'ils sont vieux, même si c'est une seule personne, ça doit tous nous émouvoir. Donc, pour l'instant, en attendant, j'émets des réserves parce que je ne vois pas quel est l'intérêt que nos forces de sécurité auraient à tuer nos propres compatriotes. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà. Faut-il aujourd'hui sur cette sortie de Human Rights Watch, il y a déjà un déphasage entre le nombre, le bilan fait par les membres du gouvernement et Human Rights Watch. 5, 21, il y a quand même un gap. En fait, Serge Alain, si on commence à discuter des chiffres, ça voudrait dire qu'on a, mais là, qui a problème, qui a eu massacre. Et si on commence également à discuter des responsabilités, ça voudrait dire qu'on admet également qu'il y a probabilité que ce soit une partie ou une autre. Moi, quand j'écoute mes co-panélistes dire que personne n'a donné de l'ordre à un militaire de commettre des exactions, c'est ce qui est vrai. Voilà. Mais une armée, c'est d'abord son idéologie. Ça dit que si tu crées une armée et tu l'orientes vers la défense d'un système politique et non vers la défense de la République, cette armée sera contrainte, voilà, d'être violente face à ceux qui s'attaquent au système politique et non à ceux qui s'attaquent directement à la République. Il y a là un problème. Bon, maintenant, ça fait exactement 4 ans que nous débattons sur la question de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Hier, les débats tournaient autour du nombre de personnes tuées depuis le début de la crise. Après, les débats tournaient autour des raisons de la crise. Aujourd'hui, maintenant, le débat tourne autour des rapports, oui, des meurtres, du meurtre de Gbagbo. Ça veut dire que nous sommes en train d'aller progressivement vers le chaos. C'est ça le véritable problème et que j'aimerais que tous les Camerounais comprennent. Au lieu de débattre actuellement sur le meurtre de Gbagbo, au lieu de débattre sur les 12 000 morts, les 3 000 morts, le nombre de déplacés et ainsi de suite, je pense qu'en tant que patriote, et c'est ce que mon parti a toujours proposé, il est important qu'on cherche plutôt des voies de sortie. Parce que la réalité nous donne raison avec le temps. La solution armée et risque, ou du moins, ne semble pas être la bonne. Nous l'avons dit en 2016, en 2017, en 2018, en 2019, un moment même, on a dit que la situation était sous contrôle dans les régions et qu'il était possible que dans les mois à venir, que la crise ait pleine fin et qu'on applique le statut spécial. Mais malheureusement, les événements de la semaine dernière nous démontrent une fois de plus que sur le terrain, personne ne contrôle absolument rien. Bon, maintenant, les 21 civils tués, que ces civils soient tués par l'armée
ou par les sécessionnistes ou par les Peuls, il y a quand même une responsabilité établie, c'est que l'armée dans la zone a pour rôle de protéger les civils. Bon, maintenant, est-ce que après 4 ans, si nous allons encore connaître le massacre de 21 civils après 4 ans, quand sera-t-il après 5 ans, après 10 ans, serons-nous toujours en train de discuter des chiffres ou allons-nous pencher vers la recherche des solutions? Pour moi, c'est un peu ça, parce que les ONG donnent le rapport en fonction peut-être des informations, des orientations et de tout ce qu'elles peuvent avoir comme motivation. Moi, je ne peux pas questionner le rapport des ONG déjà que je n'ai pas qualité. Parce que aussi, si le gouvernement donne son rapport et que je cautionne, on me traitera d'antipatriote. Nous avons vu, c'était à l'extrême nord où on abattait 2 femmes avec les bébés sur le dos. Il y a eu des communications gouvernementales qui faisaient état de ce que ces images viendraient d'un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et quelques semaines plus tard, des enquêtes ont révélé que justement, il s'agissait de certaines de nos forces de l'ordre et de sécurité qui seraient même aujourd'hui en justice. Voilà. Alors, nous, au MRC, nous pensons, et personne ne peut nous empêcher de penser, qu'il est temps de négocier un accord de cessez-le-feu avec les bandes armées. Ça dit que on a assez discuté. Ça fait 4 ans. On était à 2000 morts, après on est monté à 4000, après on discute des chiffres. Mais si on discute des chiffres, ça voudrait dire qu'il y a problème. Il est temps de négocier un accord de cessez-le-feu. L'accord de cessez-le-feu ne voudrait pas dire le retrait de l'armée, mais la garantie qu'ont les bandes armées de la sécurité, après avoir déposé les armes pour discuter de comment sortir de la crise. Je ne pense pas qu'il y a mieux que ça. Alors, si les gens choisissent l'affrontement armé, si les gens choisissent d'encourager ceux qui pensent que non, les forces de l'ordre doivent se déployer sur le terrain et mettre fin à la guerre par tous les moyens de force, il ne faudrait pas que par la suite, qu'on soit surpris de voir autant de morts qui pourtant, pour moi, l'indignation étant très sélective et même qui frise l'hypocrisie. Parce que quand il faut dire la vérité, personne ne veut dire la vérité. On fait semblant de soutenir le régime. Et quand il y a des morts, on dit non, ça ce sont des sécessionnistes. L'armée doit intensifier le combat. Mais intensifier le combat voudrait dire intensifier les colères et les indignations. Et les colères et les indignations ne peuvent que provoquer des futures exactions. Ok. Maître Biliga, le Human Rights Watch dit avoir travaillé à partir d'un certain nombre de témoignages et aussi il s'est appuyé sur des images de satellites. Il y a des certitudes dans cette affaire. Les certitudes, c'est qu'il y a eu meurtre ou massacre. Oui. Ça, c'est une certitude. La deuxième certitude, c'est que ces meurtres ou massacres ont eu lieu dans une zone de guerre. Oui. Et lorsqu'on dit une zone de guerre, je ne veux pas dire que c'est normal, mais on comprendra ça mieux que si la même chose se faisait, par exemple, à Douala, à Yaoundé, dans une zone de paix. Ben, c'est la même chose. Maintenant, au niveau des divergences, c'est au niveau non seulement de chiffres, on a dit que ça soit 12, parce que le comité du gouvernement parle de 12, pas de 7, de 5. Il parle de non, 7, pas des civils, les civils. Les civils, ils sont 5. 7 terroristes. 7 terroristes, oui. Plus des 5. Oui. Et les autres parlent de 21. Alors, moi, j'ai une difficulté. C'est que j'ai été ici à la radio, je crois, lundi et mardi. Oui. Et on m'a fait suivre dans le reportage au moins deux ou 3 reportages que j'ai retenus. L'un d'eux, il s'agit d'un homme qui dit qu'il a vu 2 groupes, des hommes en tenue, n'a pas dit l'armée, et des gens en civil, et qui évoluaient sur les 2 routes différentes. Les hommes en tenue sont avancés, et en tenue et en armée, et ceux qui étaient en civil ont voulu commencer à faire du désordre, c'est-à-dire... et les autres qui étaient en tenue les ont rappelés qu'ils ne sont pas venus pour ça. Vous avez ça dans vos machines, on pouvait plus dire. La deuxième intervention que j'ai suivie, c'est une déclaration, je dis bien une déclaration, et vous devez avoir ça dans vos archives, où une personne déclare qu'il y a eu des massacres, pas seulement en Gabou, mais en Toumba, et que c'était les Ambazoniens. Il a bien dit c'était les Ambazoniens. Vous avez ça, vous pouvez vérifier. Alors, du coup, ça crée naturellement un doute. Qui a raison? Qui n'a pas raison? On peut épiloguer.
sur qui a raison, qui n'a pas raison. Oui. Et je pense qu'on a dit tout à l'heure, ce qui est également une certitude, c'est que pratiquement, que ce soit le gouvernement, que ce soit le Human Rights Watch, la nécessité d'une commission s'impose. Et tout le monde est d'accord pour la commission. Et il faut noter que le gouvernement l'avait déjà fait pour le cas de ces femmes, ces enfants qui avaient été massacrés, qui avaient été abattus de manière odieuse à l'extrême nord. Donc, les enquêtes peuvent aboutir, même si ces enquêtes ne sont pas forcément internationales, parce que les enquêtes de l'extrême nord n'étaient pas des affaires internationales, mais elles ont abouti à l'inculpation des personnes qui sont aujourd'hui devant le tribunal. Autre chose que je voudrais dire, c'est que parallèlement, pendant un peu dans cette période-là, on a vu des personnes dans des pirogues habillées en treillis militaires chantant en pidgin. Ces personnes semblaient être des Amazoniens. Ils étaient en tenue militaire avec des casques écrits en blanc ou des casques verts écrits avec des écritures blancs. VIU, je ne sais pas quelque chose de genre. On a vu ces personnes également dans les vidéos à l'intérieur des terres, sur les terres, je veux dire. Ces personnes sont-elles des militaires? Et c'est pour cette raison que vous voyez qu'au début, lorsqu'on parle de massacre, on parle de bandes, on parle de personnes armées, sans dire que ce sont des militaires ou ce sont des non-militaires. Et je voudrais peut-être terminer, je ne serai pas très long, pour dire ceci. Et le pays, le Cameroun, nous appartient tous. Et nous devons tous faire pour que le Cameroun soit en paix. Mais certains de nos comportements ne sont pas de nature à mettre la paix dans ce pays. Ce n'est pas forcément le gouvernement. Je n'absous pas le gouvernement. Il peut avoir parmi les personnes des bandes, parmi ces militaires, qui malgré le fait qu'ils ont quand même appris le droit international humanitaire, qu'on leur apprend, même si c'est des militaires de rang, ils ont quand même un minimum où on leur dit, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous ne devez pas faire, les civils qui ne sont pas armés n'ont rien à voir, vous n'avez pas à tirer dessus, vous n'avez pas à aller à faire des massacres sur les civils. Mais malgré ça, il n'est pas exclu que des personnes, d'une manière qui est les bavures, ça existe dans toutes les armées du monde, et je crois que c'est ce que le communiqué du gouvernement dit, en disant qu'il y a le premier communiqué qui parlait des victimes collatérales. Ouais. On a peut-être mal pris cela, mais en fait c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il arrive que si on veut tirer sur un militaire et qu'il se cache et qu'il est dans la maison des civils, ils peuvent être tués. Mais ce que je voudrais dire, c'est que, posons-nous une question vraiment simple, peut-être qu'elle va peut-être fâcher. Lorsque le président de la République fait la convocation du corps électoral, et que tout le monde, je dis bien tous les partis politiques, à l'exception d'un seul, je crois, peut-être le CPP, mais hormis ça, on a suivi comment le professeur, par exemple, avait dit que lui, il va aux élections, parce que ceux qui ne vont pas aux élections, la politique de la chaise vise n'a jamais payé, et qu'il va aux élections, 1, pour régler le problème du Nord-Ouest, 2, pour éviter, et pour faire de telle sorte que le code électoral soit modifié. Le comportement d'un bon citoyen, d'un patriote. Nous avons tous applaudi. Je pose une question toute simple. Si nous étions tous allés aux élections, y aurait-il ces problèmes? Ma réponse, je la regrette, mais on peut l'imaginer. Je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème comme ça. Pourquoi? Parce que si tout le monde était allé aux élections, on se disait, voilà, on va trouver la solution. Il y aurait une sorte d'union de cœur, ce d'autant plus que ces élections viennent après le grand dialogue national, auquel certaines personnes ont refusé d'assister, qui étaient invités. Donc si nous tous, on était dans l'élan de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui existent au Cameroun, d'ailleurs même partout, ça existe, au lieu de se dire, je ne vais pas aller aux élections, je boycotte, je fais un boycott actif. Qui dit boycott actif, qui est différent de boycott passif, ça veut dire qu'on pose des actes pour empêcher l'élection. Qui dit poser les actes pour empêcher les élections, est-ce qu'on ne donnait pas, par exemple, aux gars au nord-ouest et sud-ouest, des raisons de pouvoir empêcher que l'élection puisse avoir lieu et les conséquences qui en découlent? Je fais une analyse vraiment pas partisane. Je le fais en tant qu'intellectuel, tout simplement, en me disant, est-ce qu'il y a à certains moments de notre vie, n'est-il pas nécessaire que nous tous, nous puissions faire blocus, pas forcément derrière le gouvernement, mais en tous les cas pour l'intérêt national? Parce que ce dialogue dont on parle aujourd'hui, on vous dit, lorsqu'on a refusé d'aller aux élections, on a dit,
On attend que la guerre finisse. Qui peut dire au jour d'aujourd'hui quand cette guerre va finir? Cette guerre qui prend des proportions plus grandes maintenant. Sauf si on voulait que cette guerre continue pour en profiter, parce que les gens profitent de la guerre, pas seulement à travers la vente des armes, mais également le fait que si par exemple il y a des problèmes, comme là maintenant, il peut y avoir une intervention internationale. Et j'ai entendu qu'on a dit qu'on attend encore des élections, il faudra qu'il y ait des élections, on aurait pu les faire et cela nous aurait épargné des morts. Voilà, c'est ce que je fais vraiment pas en tant que RDPciste, je le fais en tant que Camerounais, et j'estime que lorsque le Cameroun a des problèmes comme celui-ci, qu'on est entré à la guerre, allons aux élections pour pouvoir trouver une solution à la guerre, comme le professeur l'avait si bien dit, et nous l'avons tous applaudi. Le fait pour lui d'avoir fait la marche arrière, pour moi, n'a pas été très bon. Vraiment, on ne peut pas parler du professeur et des élections. Vous traversez conseil, vous voulez faire réagir. Bon, permettez que... Allez-y donc. Ça dit que moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas le représentant du RDPC sur le plateau. Je ne sais pas comment déjà on a viré du massacre de Gabon. Voilà, c'est pourquoi je vous permets de répondre. Les élections, on va revenir rapidement. Très rapidement, on veut faire croire à l'opinion que c'est le retrait du MRSC aux élections passées qui serait à l'origine du massacre de Gabon. Mais ça, c'est de la sorcellerie. Je ne l'ai pas dit. Oui, mais vous dites que est-ce que si on était allé aux élections, il devait y avoir massacre? Alors, l'interrogation, c'est une interrogation affirmative. Puisque vous le dites. Je vous répondais, parce que vous disiez que... Maintenant, sincèrement, est-ce qu'il était important, puisque nous avons donné les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas allés aux élections, oui, est-ce qu'il était important, très rapidement, de faire croire à l'opinion que l'organisation d'une élection était la solution à une crise militaire? Oui, voilà, ce sera un autre débat. Je reviens à vous, Edmond Kouyaté, le rapport de Human Rights Watch sur la méthode de travail. Ils disent qu'ils ont interrogé 25 personnes, dont 3 témoins des meurtres et 7 proches des victimes sur ces événements du Ngarbou. Ils disent également avoir obtenu les listes des victimes auprès de 5 sources et s'être entretenu avec ces personnes. Est-ce que tout ça rend crédible ce rapport? Est-ce que on peut douter des informations qui sortent de cela? Je ne vais pas remettre en cause la méthodologie qu'utilise Human Rights Watch pour faire, n'est-ce pas, ses enquêtes, pour mener ses investigations sur le terrain, lorsqu'il y a un cas comme celui de Gabour. Ngarbou. Je préfère dire dans le Ndongamantou. Parce que c'est dans le Ndongamantou. Le département de Ndongamantou. Voilà. Et donc, je dis, ce que je peux dire, par ailleurs, c'est que pour avoir quelquefois lu les rapports de Human Rights Watch et pour avoir un peu pris connaissance des méthodes qu'ils utilisent, c'est-à-dire que comment ils mènent leurs enquêtes, et pour avoir souvent échangé avec eux, je crois qu'ils mettent du sérieux quand même. Mais pour autant, est-ce que c'est suffisant pour, n'est-ce pas, répondre, c'est-à-dire que dire de manière péremptoire que tout ce qui est contenu dans ce rapport est, je vais dire, n'est pas sujet à caution? Est-ce que c'est suffisant? Je ne peux pas le dire, mais au demeurant, il y a des faits. Ils disent qu'ils ont interrogé des témoins, ils disent qu'ils ont des images ante et post. Ouais. Ils disent également avoir s'être adressés aux membres, à certains membres des familles directement concernées par les massacres, et tout cela sur le plan scientifique peut laisser croire qu'effectivement un travail scientifique a été mené et qui permet d'aboutir, n'est-ce pas, aux résultats qu'ils ont présentés dans le rapport. Au demeurant, je vais dire, est-ce que nous avons besoin, nous, de Human Rights Watch pour savoir ce qui se passe chez nous? We don't need it. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin d'attendre que ce soit une organisation non gouvernementale, n'est-ce pas, travaillant je ne sais pour qui ni pourquoi, qui viennent aujourd'hui nous dire exactement ce qui se passe chez nous. Je crois que je peux faire confiance, du moins je n'ai pas de raison de mettre en doute, n'est-ce pas, la volonté du ministre délégué à la Défense, du ministre délégué chargé de la Défense, qui dit avoir
n'est-ce pas, avoir décidé d'ouvrir une enquête pour savoir ce qui... Je ne mets pas ça en doute. Il a dit que les résultats seront, n'est-ce pas, rendus publics le moment venu. Mais personnellement, je pense que pour établir les faits de manière indiscutable, que ce soit pour les uns ou pour les autres, il serait peut-être important, n'est-ce pas, qu'une commission indépendante avec des membres de la société civile, n'est-ce pas, et un certain nombre d'autorités, n'est-ce pas, morales, n'est-ce pas, et religieuses aussi, aillent questionner les mêmes personnes et les identifier réellement. Ah, vous voulez une contre-expertise avec les mêmes témoins. Les mêmes témoins. Il faudrait déjà qu'on ait l'assurance qu'ils sont véritablement, directement liés à la famille, que ceux qui disent avoir vécu les faits, parce que dans le rapport que moi j'ai lu, il y a un qui disait qu'il était dans la maison et qu'il s'est dérobé. Il a vu comment on a terminé sa maman. Et qu'on a tué sa maman, ses frères, et que tous les cadavres sont tombés sur leur maman. Ils se faisaient tirer les uns après les autres et qu'ils sont tombés tous sur le cadavre de leur maman. C'est choquant ce récit. Quand vous lisez le rapport, c'est choquant, c'est révoltant, je l'ai dit, et c'est indignant. Alors donc moi je dis, pour que ce soit beaucoup plus crédible, je pense qu'une commission d'enquête indépendante constituée, comme je l'ai dit, des membres de la société civile, des personnalités, des autorités, n'est-ce pas, morales et religieuses, puisse faire partir de cette enquête-là, et qu'in fine, qu'on réinterroge, pourquoi pas, les mêmes personnes interrogées par Human Rights Watch, de manière en sorte qu'on ait, n'est-ce pas, la certitude sur leur identité, la véracité et l'authenticité, n'est-ce pas, qu'ils étaient vraiment présents lors, n'est-ce pas, du déroulé des faits, et que ceux qui prétendent être directement liés aux familles des victimes, n'est-ce pas, que ce soit vraiment le cas. Je pense que ce n'est que de cette façon qu'on peut dissiper un certain nombre de doutes et jeter les lucioles sur, n'est-ce pas, les faits, de manière à dire à tout le monde que voilà ce qui s'est passé. Et je pense que pour ce travail, nous n'avons pas besoin de Human Rights Watch ou de toute autre organisation que ce soit. Mon problème également, c'est la manière, n'est-ce pas, dont nous réagissons parfois. J'avoue que ce qui a donné beaucoup plus de poids et la charge émotionnelle, ce qui donne la charge émotionnelle à ce type d'événement, ça a été déjà le cas lors des événements qui s'étaient passés dans l'extrême nord avec des femmes et des enfants tirés dans le 2018. C'est parfois la sortie de certains membres du gouvernement. C'est-à-dire la réaction du gouvernement. La réaction du gouvernement. C'est parfois leur réaction qui ajoute à la charge émotionnelle, n'est-ce pas, dans ce type d'événement. Pourquoi? Vous avez vu la sortie à l'époque du ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, qui avait complètement dit que c'était des faits du Mali. Il avait fait une expertise, entre guillemets, pour nous laisser croire que l'environnement dans lequel les événements ont lieu, du moins dans la vidéo, c'était pas le Cameroun et donc c'était au Mali, au risque même de créer, n'est-ce pas, une brouille diplomatique avec un pays ami et frère. Et donc, cette fois-ci encore, je crois que quand nous avons reçu les vidéos, je crois que c'est 2 jours après que le ministre délégué, n'est-ce pas, à la présidence, non, 3 jours après que le ministre délégué chargé de la Défense a sorti un communiqué. Je pense que en réagissant... Il y a eu 2 communiqués ce jour. Il y a eu 2 communiqués. Le premier, c'était, n'est-ce pas, c'était celui-là 3 jours après. Non, c'était celui de la communication. Le chef de la division communication de l'armée. Voilà. Il a fait une communication. Effectivement. Quelques heures après, c'est le Joseph Betias. Voilà. Donc, je dis, ils ont attendu 3 jours, le temps que la vidéo, que la chose devienne virale, et que toutes les interprétations soient données. Moi, je pense que lorsqu'il y a... Il dit justement que à la lumière des informations méthodiquement et professionnellement recoupées. C'est ce qui justifie, à leur avis, ce temps mis là. Non, je pense qu'il y a une façon d'agir. Si au lendemain des faits, un communiqué avait été tout simplement pondu pour condamner, s'indigner d'abord et condamner, que ce soit d'un camp, que ce soit commis par X ou par Y, la première des choses, de tels actes, il faut les condamner. Je pense que ça réduirait la charge virale et émotionnelle qu'il y a eu dans les événements. Et après, on peut conclure le communiqué en disant, nous recoupons les faits pour évidemment
établir, n'est-ce pas, identifier les auteurs et ouvrir une enquête si possible pour aller plus en profondeur. Donc je pense que la réaction du gouvernement aussi, souvent, elle est très tardive et ça les met sur la défensive et ça donne, n'est-ce pas, le temps aux gens d'aller, n'est-ce pas, de toutes les interprétations, de faire toutes les exégèses qu'ils veulent sur la chose. Et Sam Béné, justement, comment dit Edmond Kouyaté, il faut un contre-rapport? Ça c'est sûr. Pour moi, pour la commission... Interroger les mêmes personnes, est-ce que ce sera évident de les retrouver? Mais ça devrait être évident parce que Maître Biliga a dit tout à l'heure que vous avez des bandes radiophoniques ici. Et ces témoignages... Non, on a vu la descente du préfet du Dongamantum. Dans l'élément, on voit des villageois qui s'expriment. Oui, et puis les témoignages sont discordants. Ça, c'est un fait qui est certain. Si on ne peut pas remettre en doute, si on n'a pas la capacité et l'autorité et les compétences de remettre en doute le travail de Human Rights, on peut tout à fait émettre quand même des réserves. Ça, je le dis parce que à lire le rapport qui va nous paraître, c'est un peu comme si c'était un réquisitoire accablant et c'est à charge. Ça me gêne. Parce que je m'interroge toujours, je dis, quel est le mobile qu'auraient nos forces de sécurité à tuer les civils? Je reviens toujours au propos liminaire. Au départ, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nos forces se sont déployées là-bas? Parce qu'il y avait un problème. Et ce problème, c'était pour protéger les civils et non pas pour les tuer. Bon, maintenant qu'il y a des dérapages, on peut le comprendre. Maintenant, le ministre de la Défense dit qu'il s'agit tout simplement d'un malheureux montage sur des opérations de sécurisation en cours dans la région. Quelques heures avant, le chargé de la communication parlait de dommages collatéraux, allégations mensongères. Ce qu'il a évoqué. Ce que je voulais quand même vous dire par rapport aux motifs, il y a quand même les motifs qu'ils ont évoqués. Le motif qu'ils ont évoqué, c'est que c'était une mission de représailles contre ces personnes qui abriteraient, qui protégeraient les terroristes. Moi, je trouve ça trop gros. En fait, ça, c'est aussi mon avis. Oui, je trouve aussi un peu contradictoire les communiqués du gouvernement. Je ne vais pas y revenir. Bon, je crois que M. Kouyaté l'a bien dit. On parle de malheureux accidents, conséquences collatérales des opérations de sécurisation. Il y a des communications malheureuses et des communications catastrophiques. Ça, c'est clair. Mais au demeurant, ce qui nous intéresse, c'est les populations civiles qui se meurent. Il y a un drame dans le Nozo. Et comme l'a si bien dit Fotin, il faut régler ce problème maintenant. Et ça, le chef de l'État a toutes les possibilités de le faire. Pourquoi? Il a demandé, par exemple, un cessez-le-feu. On va nous dire que les gars qui sont en face, c'est des sécessionnistes, c'est des tueurs, c'est tout ce qu'on veut. Mais au demeurant, nous sommes Camerounais. Et il se passe que certains de nos compatriotes ont fui leur zone pour aller se réfugier dans les pays voisins. Il se passe que certains de nos compatriotes ont été tués de part et d'autre. Ça veut dire qu'il ne faut pas que l'humain se mette seulement d'un seul côté. Je pense qu'on a vu ici des policiers et des civils tués, déchiquetés et tout. Je n'avais pas vu de satellite, je n'ai pas entendu beaucoup de bruit. Bon, ça, je ne fais de procès de tension à personne. Mais il faut régler ce problème. Nos compatriotes du Nozo souffrent énormément. C'est un problème politique et cette guerre est devenue asymétrique. Elle est très difficile aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ni le gouvernement, ni même les sécessionnistes ne maîtrisent plus la situation. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'intérieur maintenant, qui ont créé déjà des contrebandes pour extorquer de l'argent au Cameroun, quand vous voyagez, il y a des bandes armées qui s'arrêtent, vous devez donner de l'argent et tout. Est-ce que ce sont les ambassadeurs qui les envoient? Je ne suis pas certain. Est-ce que c'est le gouvernement qui les envoie? Je ne suis pas certain. Donc je pense, comme lui, comme faut-il, qu'il faut absolument qu'on règle ce problème. Et ce problème doit être réglé actuellement et aujourd'hui. Je pense que l'homme de la situation demeure le président de la République. On peut tout dire, nous devons négocier, nous devons discuter. On demande ça au président Biya depuis 2016. Hein. Oui, mais monsieur, permettez-moi seulement, je vais terminer mes propos liminaires. Vous savez, au stade où nous sommes, on dit souvent, je ne sais pas s'il y a encore un mur. C'est-à-dire que c'est fini là. Là, le Cameroun se meurt. Et c'est un drame qui se joue, qui se noue à côté de nous. Et nous ne pouvons plus laisser. Et la seule personne qui peut gérer ça aujourd'hui et qui peut nous faire sortir de là, je pense que c'est le président de la République. Et nous avons la possibilité, nous connaissons, je pense qu'ils savent, quels sont les leaders de ce côté-là. Nous les connaissons.
même s'il faut leur donner des garanties pour s'asseoir, par exemple, avec quelques membres d'influence de la société civile, qu'il ne leur arrivera rien, même l'ambassadeur des États-Unis, pourquoi pas, n'importe qui, mais il faudrait qu'on leur donne des garanties, mais qu'ils viennent s'asseoir et qu'ils discutent avec le gouvernement, ou d'abord avec le président de la République, et qu'après le Premier ministre prenne le relais. Il est important de le faire, parce que sinon, on ne va pas en sortir. On ne va pas en sortir, on va devenir comme en Afghanistan, on va devenir comme en Syrie, et Human Rights va toujours revenir, parce qu'ils le disent aussi dans d'autres pays. Et si, comme l'a si bien dit Maître Biliga, une guerre comme celle-là, il y a toujours des dégâts collatéraux. Mais qui paye? C'est les civils. Regardez en Afghanistan, regardez en Syrie, qui paye? Et est-ce que nous allons donc laisser les civils continuer à mourir? Je pense que non. L'État a le monopole de la violence légitime. Ça, c'est vrai. Je vais nuancer les propos de mon confrère Foutsing pour dire que non. La volonté du gouvernement, ce n'est pas faire de la guerre pour la guerre. Parce que je pense que si le président de la République donne le top en tant que chef de l'armée, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup plus de sang qu'actuellement. Mais je pense que ce n'est pas dans sa logique. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans une logique de guerre. Il est dans une logique de tolérance. C'est pour ça que j'en appelle au président de la République de dire vraiment qu'il accepte de rencontrer tout ce monde-là, y compris les sécessionnistes, qu'on sorte de ça. Il y a des enfants qui se meurent, il y a des femmes, on ne peut pas. C'est un drame, ils ont le droit de vivre chez eux. Voilà, il y a justement une constance dans les discours du président de la République. Il demande tout le temps aux jeunes qui ont pris les armes de déposer celles-ci. Mais vous demandez qu'ils discutent avec les leaders. Dans la Bible, il est dit il faut pardonner 7 fois, 77 fois. Ça veut dire que quand nous nous engageons vers le chemin de la paix, franchement, il n'y a pas une fois, 2 fois, 3 fois. Oui, le chef de l'État est dans cette logique-là. Oui. Je souhaite qu'il continue encore dans cette logique-là, mais accélérons les choses parce que le drame est là. Il y a drame. Les gens ne peuvent pas continuer à mourir comme ça. Nos os, ce sont nos frères. Il faut discuter avec eux. On veut former une nation. Ça, c'est clair que nous n'encourageons pas, ni lui-même. Je ne suis pas sûr que Foutsing encourage les sécessionnistes. Il ne dit pas, nous ne disons pas que, ok, le Cameroun doit être divisé. Non. Pour ça, tous les Camerounais, je crois, à 90%, à 98%, veulent un Cameroun uni. Ça, c'est clair. Pas de sécession, mais à un moment, cessez le feu, dialogue, négocions, voyons ce qu'il y a à faire pour qu'il y ait quand même la paix. Ok. Pourquoi c'est difficile, à votre avis, moi, je suis cesser le feu, beaucoup de politiques demandent depuis? Je suis d'accord. On n'en arrive pas là. Avec M. Sambandé. Le véritable problème qui se pose, et qu'il faut le dire à tous les Camerounais, c'est qu'au-delà de ce qu'on peut appeler volonté du gouvernement à régler le problème, il y a un problème de légitimité. Pour qu'un chef règle un tel problème, il faudrait qu'il ait la légitimité, pas la légalité. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'un leader va prendre des décisions... Qui remet la légitimité du président actuel en doute? Oui, mais moi, je le remets en doute. Vous avez tort, monsieur. Oui, mais c'est vous qui le dites. Je remets cette légitimité en doute. Et moi, je suis libre de la remettre en doute. Donc, concédez-le moi et laissez que je progresse. D'accord, nous sommes dans un état de droit. Oui, mais un état de droit n'est pas un état de justice. Il y a des états de droit qui ne sont pas... Tous les états sont par essence état de droit, mais est-ce que état de droit veut dire état de justice? Alors, lorsque quelqu'un a déclaré vainqueur dans une élection, oui, mais la déclaration de la victoire est un acte juridique qui peut ne pas refléter la vérité populaire. Vous ne pouvez non plus me refuser de penser la vérité populaire n'est pas la vérité populiste. Mais la vérité populaire n'est pas la vérité populiste, certes. Mais il n'y a pas de politique sans populisme, puisque populisme vient de populaire. Alors, évoluons. Le problème de fond vient du fait que l'équipe actuelle fait face à une crise de confiance de son peuple. C'est pas vrai. Racontez pas n'importe quoi. Pour pouvoir le dire, vous serez gagnant de l'élection, vous auriez gagné, vous aurez dit que voilà la population. Ce n'est pas un criant. Tout à l'heure, j'ai parlé en disant que vous allez retrouver dans le... absence de confiance. Regardez par exemple, dans d'autres pays, lorsqu'il y a des exactions, la grande majorité du peuple, pour ne pas dire la totalité, se penche du côté de son gouvernement et de son armée. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Laissez-moi terminer. Mais dans notre cas, on a comme l'impression qu'avant même que les exactions ne soient commises, le peuple commence à dire c'est là. Mais ça pose problème. Ça voudrait dire quoi, par exemple? Il va falloir que s'il faut résoudre la crise, qu'on arrête d'utiliser les hommes qui sont considérés par le peuple comme des traîtres
pour aller convaincre ce peuple-là. On ne peut pas se mentir pendant longtemps et continuer à se mentir sur des plateaux de télévision lorsque les gens nous regardent. Lorsqu'un leader, lorsqu'une équipe, lorsqu'un gouvernement, lorsqu'un groupe a un problème de légitimité, il est impossible de régler les crises, même les moindres crises. Ok, merci M. Footing. On revient après le journal. Le temps d'aller à la rencontre de Cédric Noufélé qui est déjà là. Il va nous servir. Dans un instant, les titres du 20h. Bonsoir Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, nous parlerons de cette rencontre entre le professeur Maurice Kamto et plusieurs milliers de Camerounais rassemblés devant le siège social de son parti politique à Douala. Après une tournée internationale, le président national du MRC n'a pas manqué de tenser le gouvernement, invoquant son incompétence à résoudre les crises, notamment la crise qui sévit dans les régions anglophones. Il s'est présenté comme l'homme qui a la solution à travers un plan d'urgence qu'il a annoncé pour reconstruire les régions anglophones. Le gouvernement, sous le feu nourri des critiques, s'est rendu à Genève, en Suisse, pour se défendre contre les accusations de violation des droits de l'homme, contre les populations dans la région du Nord-Ouest. Le ministre des Relations extérieures est allé présenter le bilan des actions gouvernementales pour amener la paix dans les régions anglophones. Que valent les arguments du gouvernement devant les révélations de Human Rights Watch concernant les exactions commises sur les populations civiles? Vous suivrez le dossier du 20h dans quelques instants. Nous parlerons également ce soir de cette vague de contestation des élections des maires dans plusieurs localités, à la fois à Edea, dans la ville de Douala, également dans le département du Mungo, là où les populations s'insurgent contre les choix des municipalités, notamment de certains conseillers municipaux, et d'autres qui dénoncent des manœuvres de la part des responsables politiques du RDPC pour écarter les maires ayant l'assentiment des populations. Nous ferons le point dans le journal de 20h. C'est Jala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le journal de Cédric. Ce sera pour le débrief, c'est-à-dire deuxième partie Equinox Soir. Nous serons toujours en compagnie de nos 4 invités pour, évidemment, ce débrief. Place tout de suite donc aux 20h de Cédric Noufélé.